Alors, donc moi je vais essayer de vous présenter donc cet après-midi cette application, ce site internet qui s'appelle learningapps.org. Alors, il est toujours pas là en fait. Il n'est toujours pas là. Ouais. Eh bien, ça commence bien. Ça y est, ça y Ça y est. est. Ça va C'est venir. bon, Super. pas de souci. Bon. Alors, justement, Goulven, puisque je t'entends, il se trouve que j'ai une connexion Internet qui n'est pas très bonne. Si tu vois que si je coince, je te laisserai prendre le relais Ça marche, il n'y a pas de problème. pour faire le complément, parce que j'ai toujours cette crainte-là. D'accord. Donc learningapps.org, c'est un site qui est de Suisse allemande, Suisse alémanique, et qui est un site institutionnel, ce qui fait que dessus, vous n'aurez pas de publicité. Voilà, ce qui a un gros avantage par rapport à d'autres solutions. Et il est multilingue, donc vous n'oublierez pas, en regardant les petits drapeaux qui se trouvent en haut à droite, de passer dans la langue que vous souhaitez utiliser. Alors, avant de démarrer, dire deux mots sur ce que c'est, ce que ce n'est pas. Donc, ça permet de faire des exercices interactifs qui sont autocorrigés, mais et vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités de types d'exercices. Par contre, ce que ça ne fait pas, c'est que vous n'allez pas pouvoir connaître les résultats de vos élèves à ces exercices-là. Vous ne saurez pas s'ils ont eu 6 réponses sur 10 ou 4 sur 8, etc. On est plutôt dans des exercices d'auto-évaluation pour de l'entraînement, pour que l'élève se forme tout seul. C'est principalement pour ça que c'est utilisé. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé dans mes archives un tutoriel que j'avais fait il y a quelques années sur Learning Apps. Donc, je l'ai mis en ligne sur le Pearl Trees. Alors, ce qu'on appelle le Pearl Tree, je vais le montrer parce qu'on en a parlé tout à l'heure et peut-être que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, quand vous allez sur le site de la DDEC, donc qui est ec56.org, vous avez un lien qui s'appelle accéder aux ressources pédagogiques. Patrice, ton écran n'est pas... Ah, ça y est. Voilà. Il y a un délai, Ouais. il y a un petit délai à chaque fois. Je vais mettre les liens au fur et à mesure. Donc là, vous êtes sur le Pearl Trees? Oui. Oui. Donc, quand vous allez sur le site de la DDEC, vous trouvez un lien pour aller vers donc, un système qui s'appelle Pearl Trees qui permet de mettre des ressources en ligne. Et ces ressources sont classées. Et donc nous, ce que j'ai mis, je l'ai mis dans la partie second degré, mais c'est accessible à tout le monde, même aux gens du premier degré. Donc dans cette partie second degré, il y a plein de ressources. Et parmi ces ressources, vous en avez sur les outils numériques. Donc dans cette partie outils numériques, il y a une partie d'outils de création numérique. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver ce que l'on veut. Alors, vous voyez, on défile parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources. Et donc, vous allez trouver la deuxième tuile qui permet de créer des quiz en ligne. Je ne sais pas si vous êtes rendu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Et donc, la quatrième, là, c'est Learning Apps. Et sur Learning Apps, j'ai mis donc une présentation et un tutoriel. Donc, ce tutoriel, je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Il est fait en fait avec un outil qui s'appelle Mindomo. Est-ce que vous voyez mon outil Mindomo là? Oui. C'est arrivé? OK. Donc, je vais vous juste présenter les 3-4 premières diapos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous avez une petite vidéo de présentation et vous allez voir, donc, ça va vous permettre de découvrir un peu le plan de mon intervention. On va d'abord voir comment chercher des exercices qui sont tout faits, c'est-à-dire que là, ce sont des collègues, donc des profs, qui ont mis ces exercices en ligne et qui nous les proposent. Donc, vous pouvez les prendre. Pour faire ça, on va voir qu'il n'y a pas besoin de créer de compte, c'est direct, c'est le plus simple. Mais vous pourrez aussi utiliser les exercices faits par ces collègues, mais les modifier. De ce qui permet
un niveau supplémentaire, mais pas trop compliqué, puisqu'on part d'une base et on modifie juste ce que l'on veut adapter à ses propres usages. Donc, vous verrez, il y aura une vidéo qui explique tout ça. Je ne vais pas vous passer la vidéo, bien sûr, parce que je vais le faire en direct. Après, on verra aussi comment rendre accessibles ces exercices aux élèves. En troisième partie, on va voir comment créer des exercices entièrement, de A à Z. On part d'une feuille blanche et on voit comment le faire. Et pour terminer, je dirai un mot là-dessus sans m'attarder. On va voir que l'on peut faire en sorte que les élèves soient créateurs d'exercices et qu'ils puissent se partager des exercices les uns avec les autres. Voilà le plan un peu de mon intervention. Donc, je reviens à Learning Apps. Donc, Learning Apps, on va donc démarrer par voir la bibliothèque d'applications, tout ce qui est déjà en ligne et qui a été mis par des collègues. Donc, je vais aller sur Découvrir des applis. Donc, voilà, ça charge. Alors, il y a plusieurs façons de retrouver les exercices que l'on veut, qui peuvent nous intéresser. Par catégorie, donc vous voyez en gros par discipline scolaire, par niveau, en bougeant un curseur, on va pouvoir limiter la catégorie d'âge qui nous intéresse. Donc voilà, et aussi par mots-clés, donc ici en faisant une recherche dans le petit champ de recherche qui se trouve là. Donc là, par exemple, si je fais sur un sujet d'actualité, sur le coronavirus, il y a des gens qui ont mis plein d'exercices sur ce thème-là. Donc, il y a un petit temps de recherche. Et vous trouvez donc des exercices. Vous voyez là, vous en avez une dizaine, mais il y a déjà, on voit, il y a déjà plus de 6 pages d'exercices de ce type-là. Donc, quand on survole les tuiles, on va voir d'une part le nom de l'exercice et aussi le type d'exercice qu'il s'agit. Donc au début, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais petit à petit, vous allez connaître ces termes. Donc regroupement, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Ici aussi regroupement, ici classé par paire, ici une course de chevaux, un pendu, un QCM. Donc des paires, des regroupements, des paires. Alors, les regroupements, bon, il y en a plein d'autres. Il pourrait y avoir des mots croisés, des textes à trous, etc. Donc, il y a tout plein de sortes d'exercices qui sont proposés. Quand vous voulez voir à quoi ressemble l'exercice qui est proposé, donc je vais prendre le premier, je clique sur le lien. Donc, l'exercice s'ouvre et je vais voir donc à quoi ça ressemble, ce que vont voir les élèves. Alors, ça met un peu de temps, voilà. Donc, on a d'abord une consigne. Donc, que faut-il faire pour se protéger du coronavirus, etc. Ce n'est pas le fond de l'exercice qui va nous intéresser aujourd'hui, mais la façon de le faire. Et voilà. Donc, on a la consigne, on clique sur OK, elle disparaît. Et par exemple, pour ce type d'exercice appelé exercice de regroupement, vous voyez qu'il y a 2 zones de couleurs. Il pourrait y en avoir 4. Et on va ventiler des images qui sont censées représenter des concepts du côté droit ou du côté gauche, selon ce que l'on veut faire. Donc, on clique sur la main et on lâche l'image du côté voulu. Donc, je la mets là et j'ai une autre qui apparaît et je recommence. Alors, ce que j'ai ici, l'image, ça pourrait être du texte, ça pourrait, je pourrais avoir le texte et l'image, il pourrait y avoir différentes choses. Donc, voilà, on va faire quelques exemples comme ça, bon, etc. Et on pourrait se poser la question maintenant, donc, j'ai fini mon exercice, est-ce que j'ai bon? Pour le savoir, je clique sur le bouton bleu qui est en bas à droite, et pour le moment, ils sont tous entourés en vert. Si je glisse une image qui a priori est fausse, voilà, elle va se mettre en rouge. Donc vous voyez, on est vraiment dans de l'auto-évaluation, l'élève fait l'exercice et se corrige. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple lui dire,
tu refais l'exercice à 0 tant que tu n'as pas bon du premier coup. Ça peut être une consigne qui est donnée pour que l'élève, par entraînement successif, il arrive à connaître la notion qu'on veut lui faire passer. Donc ça, c'est un exercice qui est tout fait, j'ai rien fait, j'ai simplement utilisé, et il se peut qu'il me convienne. Tel quel, il m'intéresse que les élèves puissent l'utiliser. Alors, on va voir maintenant donc comment faire en sorte pour que les élèves puissent faire cet exercice. Alors, ça se passe en dessous. Donc, il y a plusieurs façons, je vais en présenter deux. La première, qui est la plus utilisée de mon point de vue, c'est le lien hypertexte en plein écran. Donc ici, vous avez donc ici un petit lien hypertexte que vous pouvez copier en cliquant au bout. Bien alors vous sélectionnez et vous faites copier. Voilà. Et donc, quand vous allez coller ce lien dans une nouvelle fenêtre, l'élève va pouvoir tomber sur l'exercice et va pouvoir le faire en plein écran. Donc, c'est tout simple. La deuxième façon dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est le QR code. Donc, on clique. Alors là, il y a différents usages. C'est à chacun de voir comment il peut faire, mais je sais que beaucoup d'enseignants vont faire une copie de cette image. C'est une image, ça, donc je peux copier l'image et la coller. Et la coller tout simplement dans un document traitement de texte. Hein, et ensuite, donc je fais copier l'image, je la colle, et l'élève l'aura sur sa feuille de papier, et il pourra, à la fin d'un cours, par exemple, d'une page de cours, scanner ce QR code avec son téléphone ou sa tablette, et faire l'exercice qui correspond au cours qu'il aura vu sur papier. Donc on peut mixer le papier et le numérique. Patrice, si je peux compléter, effectivement, le QR code, c'est intéressant aussi à glisser dans les plans de travail pour cette partie flash là, qui est rapide. Et le troisième lien intégré, il est intéressant si on veut l'intégrer dans des sites comme des supports comme Geniali par exemple, où il faut avoir une adresse en type iframe qu'on n'a pas forcément partout. Donc, tous ceux qui ont un site internet, un blog ou des sites type effectivement comme Geniali ou plein d'autres, effectivement, on peut intégrer l'exercice dans la page du site sans qu'on ait besoin de sortir du site en question. Donc, c'est ça l'intérêt de la partie intégrée. Je reviens juste sur le QR code. Lorsque nous serons revenus en classe, si vous faites travailler vos élèves avec des tablettes, par exemple, en classe, vous pouvez tout simplement mettre ce QR code à l'écran, sur un écran, voilà, et puis le scan de leur place, et ils tombent directement sur l'exercice. Donc, ça sera un usage, mais il s'agit d'une autre histoire. Voilà pour donc l'usage, comment utiliser des exercices tout faits sans rien créer. Il n'y a pas du tout de création. Là, on est dans je cherche un exercice, je le teste et je le propose à mes élèves. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Tous ces exercices du moins je vais reprendre ma phrase, aucun de ces exercices n'est modéré. Il n'y a pas de responsable du site qui va dire si l'exercice est bon ou n'est pas bon. Donc, c'est à vous de le vérifier, de le tester avant de le proposer à vos élèves. Voilà, il faut être conscient de ça. Et deuxième aparté, si des gens ont mis des exercices comme ça en ligne, eh bien, il faut peut-être que dans quelques temps, vous pourrez être à même de mettre vos propres exercices en ligne. Hein. Ces sites ne fonctionnent que parce qu'ils sont collaboratifs, donc tout le monde doit s'y mettre. Alors, on peut modifier un exercice pour se l'approprier. Ça veut dire qu'aussi, on peut aussi le corriger. Si on voit une erreur. On va faire ça tout de suite, Goulben. Ouais. Et on a l'adresse de la personne, là. Je ne sais pas si tu comptais en parler. Ouais. Oui, on sait qui l'a fait ici. Par exemple, j'ai un lien, vous voyez, conçu ou modifié par, je sais qui a créé l'exercice. Je peux même lui envoyer un petit message pour lui dire s'il y a une erreur dans son exercice. Je peux lui envoyer un petit message pour lui dire de corriger son erreur. Alors,
j'en viens au point que signalait Goulven tout de suite. On va passer donc au deuxième point. J'ai trouvé un exercice qui me convient. Mes élèves vont être capables de le faire, sauf une question. C'est un cas d'école. Ou, deuxième cas, l'inverse. Cet exercice permet de voir toute la notion que j'ai vue, sauf quelque chose que j'ai vu, mais qui n'est pas dans l'exercice et que j'aurais trouvé bien qu'il y soit. Donc là, on va faire une modification de l'exercice sans le recommencer à zéro. Donc je vais aller sur « Créer une appli similaire ». Je clique. Je reste donc sur mon exercice et en fait, on va dire je rentre dans le moteur de l'exercice. Le créateur de l'exercice a rempli le formulaire que vous allez découvrir. Donc, mais moi, je vais pouvoir modifier ce formulaire. Donc, je retrouve le titre de l'exercice. Si, par exemple, il y a une faute d'orthographe ou s'il n'est pas clair, je peux le compléter, le modifier. La consigne que j'avais vue tout à l'heure, elle est là. Si, de mon point de vue, elle n'était pas suffisamment claire, je peux la modifier. Donc, ça se passe là. On dit bien champ facultatif. Si vous voulez rien mettre, vous mettez rien. Et là, vous avez l'exercice dont je vous ai juste présenté le début. En fait, il est là. Donc, si je le déroule, voilà. J'avais deux catégories. Pour se protéger du coronavirus, il faut ou il ne faut pas. Ça, c'était les grandes catégories avec les deux couleurs. Et puis, en fait, le créateur avait prévu 4 logos pour chacun. Et donc là, ce sont les bonnes réponses, bien sûr, parce que le prof en question a ventilé les bons éléments dans la bonne catégorie. Donc, il y a la notion d'arrière-plan et la notion d'élément. Vous voyez, l'arrière-plan, c'est la grande catégorie. L'élément, c'est l'item que l'on doit ventiler. Donc, si par exemple, celui-là, je vais prendre ça, c'est pas parlant, ils vont pas savoir quoi répondre, je peux très bien soit changer l'image, soit carrément supprimer. Voilà, cette question-là a disparu. Cet item-là a disparu. Alors, maintenant, si je veux en rajouter un ici, je vais aller ici, et là, vous voyez, moi, c'était une image, l'item, mais ça peut être du texte. Donc, si c'est du texte, c'est très simple. On clique, on a une petite zone de texte, il n'y a pas de difficulté. Si je veux mettre une image, je clique, et là, j'ai plusieurs possibilités. D'abord, les dernières images que j'ai utilisées sont en bas. Bon, comme ça peut aller vite si on les reprend. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver des images? Ici, d'abord, on va faire une recherche dans les archives de Wikipédia. Donc, toutes les images qu'il y a sur Wikipédia vont me permettre, si par exemple je vais sur là, je tombe donc j'ai des images de coronavirus. Donc, je fais ma recherche et je trouve, bien sûr, comme sur un moteur de recherche classique, je trouve plein d'images qui illustrent ce thème. Voilà. Donc, je la prends. Voilà. Merci de vérifier que les droits d'auteur sont respectés normalement sur... vu qu'on était sur Wikipédia, ça devrait être bon. Et on fait « Utiliser ». Voilà. Donc, mon image que je ne vois pas, oui, elle est là, ici. Donc, je peux la voir, je peux la visualiser en un peu plus grand. Elle est là. Et j'ai sa taille. Je vais même pouvoir modifier l'image. Je rentre un peu dans les détails là, mais vous allez voir qu'il y a des possibilités de mise en forme de l'image sans avoir besoin d'aller dans un outil de type photofiltre. Vous avez plein d'outils pour retailler, pour recadrer, pour rajouter du texte sur l'image, pour dessiner, pour mettre des... enfin, il y a plein de possibilités. Donc, par contre, si vous faites une modification, n'oubliez pas d'enregistrer votre modification, sinon c'est la version originale qui sera conservée. Voilà, je reviens. Alors, si je vais rajouter ici aussi un autre élément, je peux très bien ajouter d'autres types d'éléments. Pour cet exercice-là, ce ne serait peut-être pas très logique, mais pourquoi pas. Ici, on peut mettre, vous allez trouver pour beaucoup de types d'exercices ce qu'on appelle la synthèse vocale. Donc là, c'est comme son nom l'indique, vous allez taper un
un mot et l'élève, au lieu de le lire, il l'entendra. Mais ce n'est pas vous qui allez l'enregistrer, c'est donc une voix artificielle qui lira ce mot que vous allez taper. Si vous mettez de l'audio, qui se trouve ici, donc pour l'audio, ce sont dans les archives de YouTube. Donc, il suffit d'aller chercher, je ne vais pas le faire, mais ça marche comme pour tout à l'heure. Je n'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut aussi, pour l'image, c'était pareil, on peut chercher l'URL d'une image, c'est-à-dire quand vous trouvez une image sur Internet, n'importe où, vous faites un clic droit en mettant copier l'adresse de l'image et vous la collez. C'est ce qu'on appelle l'URL et vous tomberez sur votre image directement. Ici, ils ont bloqué l'enregistrement de l'audio, du micro, pendant ces temps où le site est très utilisé. Mais en règle générale, ça fonctionne. Voilà. Et puis pour les vidéos, c'est pareil. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour créer les exercices et mettre des ressources. Voilà. Donc ça, c'était les ressources pour les éléments. Pour les groupes, en fait, on était plus limité pour l'arrière-plan. On a juste du texte ou de l'image, ce qui est logique vu le type d'exercice. Voilà, et après, quand on a fini ça, eh bien, on a quelques réglages supplémentaires qui vont différer selon le type d'exercice. Donc, soit les cartes arrivent les unes après les autres, soit on les voit toutes d'un coup et puis on pioche dedans. Donc, c'est au choix. Ici, le feedback, c'est-à-dire ce qui va être dit à l'élève quand il aura réussi son exercice. Et éventuellement, on peut mettre des indices pour aider la solution. Quand on a fait ces modifications, on va aller afficher pour voir ce que ça donne. Et là, de deux choses l'une, soit les modifications me plaisent, je fais l'exercice, je le teste et puis je vois si ça correspond à ce que je veux ou pas. Donc voilà, je fais mon exercice, toc toc, etc., peu importe. Et si je trouve que non, c'est pas encore bon, je retourne modifier, je retourne sur mon formulaire. Si c'est bon, et là, on arrive à une étape supplémentaire, il va falloir enregistrer. Mais enregistrer parce que vous imaginez bien, on ne va pas faire des modifications qui seront valables pour tout le monde. On ne va pas détruire l'exercice qu'a fait une autre personne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer pour soi, donc pour ses propres élèves et seulement pour eux. Donc, il faut donc se créer un compte et après, ensuite, rentrer ses identifiants. Donc, là, il n'y a pas de difficulté. Et une fois qu'on est rentré sur son compte, bon, son nom apparaît et on retrouve son exercice ici. Et en plus, il est rendu dans sa bibliothèque personnelle, donc qui s'appelle Mes applis. Donc, quand je vais dessus, je retrouve mon appli qui est ici. Au début, elle est mise, on va dire, en vrac. Voilà, on les retrouve une par une. Vous voyez que j'en ai un certain nombre. Mais je peux aussi les ranger. Donc, on a un système de dossiers qui permet de ventiler les archives, les exercices pour s'y retrouver au bout d'un certain temps quand on a fait beaucoup d'exercices. Voilà. Donc, je retourne à mon exercice que je viens de faire. Donc, celui-là, c'est le mien que j'ai modifié. D'ailleurs, je retrouve ma petite image que j'ai rajoutée ici. Donc là, maintenant, je vais pouvoir partager ce lien avec les élèves puisque j'ai fait une modification que j'ai validée et je sais que je peux leur donner ce travail-là à faire. Voilà pour ce deuxième cas où on modifie un exercice et on ne le recommence pas à zéro. Troisième chose, maintenant je veux créer des exercices à partir de rien. Je vais partir de zéro. Donc je vais aller sur créer une appli.
Voilà. Alors, ce qui va nous permettre de découvrir quels sont les types d'applications, les types d'exercices possibles. Avec à chaque fois une petite image qui permet de la comprendre. Donc, le premier, classé par paire. Donc, vous allez avoir des petites vignettes. Donc, si je clique dessus, on va avoir un exemple qui va apparaître en dessous. Voilà. On a des images et des textes, et il faut les coller. En fait, c'est par un système de scotch. Quand on les met dessus, ils se superposent et ils sont reliés par un petit ruban adhésif. Voilà. Donc, si c'est pas bon, ça se met en rouge. Si c'est bon, ça se met en vert. Donc ça, le classement par paire. Les regroupements, c'est celui qu'on a fait, je ne vais pas y revenir. Le classement sur un axe, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est chronologie. Donc, on a un axe que l'on crée, soit avec des dates, soit avec des mots, etc. Et on va pouvoir ventiler les éléments sur cette frise, soit en bougeant les éléments, soit en diminuant ici par plus et par moins pour passer d'une date à une autre. Donc ça, c'est donc les classements sur un axe. L'ordre simple, là, c'est tout simplement, voilà, vous avez une série d'items et vous devez les classer dans le bon ordre pour pouvoir voilà, reconstituer une phrase, reconstituer une procédure. Il y a plein d'usages, à chacun d'imaginer ce qu'il peut faire avec ça. Voilà, je vais fermer ici l'exemple pour en montrer d'autres. Vous avez ensuite les cartes avec réponse à écrire. Donc, on y est. Vous avez des mots et vous devez taper en dessous, tout simplement. Donc, des traductions, des règles de grammaire, voilà, des photos voilà, à illustrer. Enfin, là aussi, on invente l'exercice en fonction de ses objectifs. Placer sur une image, comme son nom l'indique, vous avez des éléments et vous allez devoir placer ces éléments qui sont où? Hop, là, mon exercice n'est pas là. Par exemple 1, comment il fonctionne celui-là? Alors, on place, ah oui, comment dire, alors non, si je prends un autre exemple, celui-là m'a l'air. Voilà, et là on a des petites épingles, c'est ce que je cherchais sur l'autre, des petites épingles sur lesquelles on va pouvoir placer des éléments de traduction ou des éléments d'autres images, etc. Donc voilà, on place des éléments sur une illustration. QCM, je ne vais pas le présenter, vous savez ce que c'est. Texte à trous également. Et pour terminer, alors, il y a encore les mots croisés qui sont connus. Puzzle de classement, que 5 minutes, Patrice. Ouais, c'est pour ça que j'essaye d'accélérer là un petit peu. Je voulais terminer par celle-ci qui est intéressante, qui s'appelle la matrice d'appli. Juste avant, vous avez vu les autres quand même, juste dire que ça existe, les memories, vous savez ce que c'est, le pendu aussi. Grille de lettres, ça c'est les mots cachés, mots mêlés. Et vidéo avec insertion, là, il s'agit d'une vidéo qui doit venir de YouTube et qui sera interrompue régulièrement par des quiz que vous aurez fait par ailleurs. Donc, si l'élève ne répond pas bien à la question, la vidéo n'avance pas. Donc, voilà, ça peut motiver pour soutenir l'attention quand on regarde une vidéo. Alors, oui, je vais revenir sur matrice d'appli, puisqu'elle m'apparaît indispensable quand on a fait plusieurs exercices sur un seul sujet, par exemple, ou qu'on veut donner plusieurs exercices à faire aux élèves. Alors, j'attends que ça arrive. Ça permet de regrouper les exercices, en fait. Donc, là, pardon, il y a un petit souci sur le 1. Je vais aller voir le 2 pour voir s'il est mieux. On va voir. Ça charge.
Donc, ça permet de regrouper voilà, en un seul écran des diapos qui correspondent à chaque exercice. Donc, là, voilà. Donc, j'ai une consigne, je vais... Alors, je suis un peu bloqué. J'ai un problème informatique, là, qui me fait que mon écran est bloqué. Ça y est, il revient. Et donc, là, il s'agit de endroit tous les exercices que j'ai faits sur un thème. Patrice, on ne t'entend plus. Ah, nous avons perdu Patrice. En attendant qu'il revienne, je veux juste rajouter une petite chose au cas où il nous avait prévenu que sa connexion n'était pas forcément géniale. Donc, juste une petite chose qui peut être faite avec Learning Apps. Vous allez pouvoir vous créer votre classe, donc avec des identifiants élèves que vous allez pouvoir générer automatiquement. Donc, avec un mot de passe par élève. Alors moi, par expérience, je mets le même mot de passe pour tous mes élèves et puis ça fonctionne bien comme ça. Et donc, je vais prendre la main sur l'écran de Patrice parce que là, ça y est, t'es revenu? Tu veux finir peut-être? Et tu peux continuer si tu veux. Alors, j'étais juste, finis sur la matrice si tu veux. Sur la matrice, voilà. Donc, juste quand j'ai regroupé toutes mes questions, je vais avoir un lien qui va me permettre voilà, tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir communiquer le lien aux élèves pour qu'ils puissent avoir en un seul lien tous les exercices qui ont été faits. Et je te laisse finir par rapport aux élèves, peut-être? Ouais, alors je prends la main sur l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Donc voilà, moi je me suis créé une classe avec des étudiants que j'ai eu dernièrement. Donc vous voyez, on peut se créer, donc si on regarde le dossier de la classe, voilà leurs identifiants. Donc je l'ai fait à la main, c'est un identifiant unique. J'ai trouvé utile de spécifier quelque chose derrière le prénom parce que autrement on aura des nombres aléatoires derrière. Moi j'aurais eu un Gwendal 32, un Maël 40, etc. Donc je préférais avoir quelque chose d'identique pour tout le monde, le prénom suivi du nom de l'école, de la classe. Le mot de passe, j'ai choisi de mettre le même mot de passe pour tout le monde. Au niveau sécurité, là il n'y a pas grand risque. Et puis donc quand on a une classe, on va pouvoir donc donner des exercices à nos élèves. Donc nos élèves, quand ils se connectent avec leur compte, ils verront d'abord ces exercices-là et uniquement ces exercices-là. Ils vont pouvoir également, mais là c'est un peu plus adapté pour les élèves les plus grands, créer des exercices eux-mêmes. Donc là on voit tout l'intérêt pédagogique et autres, je pense que tu pourras revenir là-dessus un petit peu, mais de faire créer des exercices par nos élèves, ça permet de valider une séance. Voilà, l'élève qui sait faire un exercice pour ses camarades, a compris l'objectif de la séance. Et puis, donc, dans les statistiques, eh bien, on va voir si l'exercice n'a pas encore été traité. Dans ce cas-là, il est gris. Si l'exercice a été commencé mais non terminé, il apparaîtra en rouge. Donc là, ce n'est pas le cas, j'en ai pas du tout. Et si l'exercice a été terminé, on le voit en vert. Et on a même un petit temps, en fait. On voit que ici, Mélanie a fini cet exercice-là en 114 secondes. Que Maël l'a fini en 160 secondes, etc., etc. Et on a un aperçu des applications, puisqu'on appelle ça des applis sur Learning Apps, des exercices créés par les élèves, en fait, qu'on appelle étudiants ici. Et on peut éventuellement, après validation de l'enseignant, évidemment, distribuer l'exercice là qui a été fait par Gwendal. Et bien moi, en tant qu'enseignant, je peux le redistribuer au reste de la classe. C'est ce que j'ai fait ici, puisqu'il apparaît là maintenant, pour que tous les autres élèves puissent le faire. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Un outil qui est sacrément complet également. Là, on s'en aperçoit aussi avec beaucoup de possibilités différentes. Alors, de manière à conclure et puis surtout de ne pas être en retard, n'est-ce pas, Goulven, pour le webinaire suivant? Je suis prêt. Tu es prêt? On va quand même terminer sur l'évaluation, Aude, parce que c'est toujours important de revenir sur cette thématique-là, donc dans notre webinaire 4. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur l'évaluation formative par rapport à ce type d'outils? Oui. En règle générale, sur tous les outils d'évaluation. Alors, moi, je sais qu'à titre personnel, j'utilise beaucoup Learning Apps
pour accompagner mes élèves dans leurs apprentissages. Ce que je trouve très, très intéressant, c'est cette possibilité de laisser le choix à l'élève. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Laisser le choix à l'élève de pouvoir choisir tel ou tel exercice plutôt qu'un autre. Ce qui est intéressant dans Learning Apps, c'est la multiplicité des exercices que vous pouvez proposer. Et du coup, ça engendre chez l'élève des gestes d'apprentissage différents. Et ce qui est intéressant, c'est d'inviter l'élève à se poser la question, finalement, quel exercice tu as préféré? Est-ce que c'était le memory? Est-ce que c'était le texte à trous? Est-ce que c'était celui avec le pouce là qu'on nous a montré tout à l'heure? Et du coup, ça permet à l'élève de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est, je trouve, un point intéressant. Et vous voyez bien qu'on évalue l'élève et on l'aide à comprendre comment est-ce qu'il travaille. L'autre point aussi que je trouvais intéressant lorsque Patrice nous a montré la matrice, et on a bien sûr un outil qui va permettre à l'élève de s'auto-évaluer et d'apprendre. Ce que je fais, moi, c'est que je mets les exercices, je mets des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et j'invite l'élève à passer par les différents niveaux. Et surtout, s'il arrive au niveau 4 et qu'il voit qu'il bute, eh bien, de me renvoyer un mail ou de me poser des questions en disant « je ne comprends pas, j'y arrive pas ». Et souvent, je leur dis « mais ce n'est pas grave, vous recommencez et puis explique-moi pourquoi tu n'as pas réussi ». Et du coup, vous voyez bien que cet outil-là, pour moi, il est très, très pertinent parce qu'il permet vraiment d'accompagner l'élève dans son chemin d'apprentissage. Tout à fait. Donc, on voit que réellement, les applications en classe peuvent être assez nombreuses. Écoutez, je vous propose, nous avons encore un webinaire qui sera donc sur la classe à la maison, la classe virtuelle du CNED, puisque nous l'avions présenté le 14 avril et cela avait suscité également beaucoup d'intérêt. Que ce soit d'ailleurs Teams que l'on a présenté en premier dans l'après-midi, suivi, et on remercie Patrice pour sa présentation sur l'outil Learning Apps qui est quand même très utilisé également. L'outil du CNED l'est aussi, et donc on va, si vous le souhaitez, si vous en avez le temps, passer sur le 3e webinaire. En vous remerciant en tout cas de nous avoir rejoints tout simplement, hein, et puis en espérant que vous allez nous suivre pour le dernier, hein, qui va durer donc normalement de 15h30 jusqu'à 16h10 environ. Voilà. Vous remercions 1000 fois et puis en vous souhaitant une excellente fin de journée. N'oubliez pas de compléter le formulaire si vous pouvez. Alors, ça nous intéresse. Il y a le petit formulaire que tu fais bien parce qu'à chaque fois, je l'avais encore oublié. Mais on vous le redonnera peut-être le lien par la suite, mais vous avez dans le fil de conversation le petit lien que Goulven a dû envoyer. Oui, je le vois ici. À 15h13. Je vous le montre. Donc, en fait, c'est un petit formulaire qui vous permet rapidement de pouvoir répondre à 2 ou 3 questions sur vos besoins et puis ce que vous avez vu dans ce webinaire, ce qui vous semblait intéressant et ce dont surtout vous avez besoin pour la suite. Hein. C'est important pour nous. Voilà, tout simplement. Merci. En tout cas, merci à vous. En vous souhaitant donc une bonne fin de journée et puis peut-être au webinaire suivant. Au revoir.